Bonjour à tout le monde et merci beaucoup à Romain de m'avoir proposé de partager ce morceau de présentation avec lui parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, on va parler un petit peu plus de marketing et particulièrement d'email marketing et de ce qu'on peut faire en termes de… Alors, on a parlé de développement durable et moi, je préférerais le mot sobriété ici pour faire un petit effort au niveau écologique sur la question de l'email. Euh, Quand on parle de numérique, et ici on va se focaliser sur l'email marketing, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour essayer de réduire son empreinte carbone. Il y a tout ce qui tourne autour de la minimisation de la donnée, donc c'est-à-dire essayer de demander le moins possible d'informations à vos clients, à vos prospects pour réduire l'encombrement des serveurs et essayer de recueillir uniquement les informations qui sont absolument nécessaires, ce qui en plus est une obligation légale avec la RGPD. C'est essayer aussi de réduire le volume d'envoi au niveau de l'email, donc essayer de traiter ces inactifs pour n'envoyer qu'à des personnes qui désirent recevoir la communication, améliorer son ciblage, on va aussi avoir la possibilité de réduire le poids des messages en minimisant la taille des images, etc. Même si, par exemple, dans le secteur du tourisme, ce n'est pas particulièrement un point qu'on va mettre en place. Et c'est aussi avoir une politique d'achat responsable. Il y a plein d'autres manières de réduire son empreinte carbone dans l'usage de l'email marketing. Et globalement, ces bonnes pratiques, elles vont, c'est des sujets sur lesquels l'entreprise va être autonome pour agir. En mars 2021, on a eu une idée. Quand je dis on, c'est dans ma structure, donc batsender.com, qui est une agence spécialisée en email marketing, mais c'est une idée qui n'était pas tout à fait nouvelle. Et cette idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a une énorme portion des emails, quand ils arrivent dans la boîte de réception du destinataire, sont lus peut-être une fois, et encore, là Romain vous en parlera dans quelques instants, et qui sont après stockés quasi indéfiniment sans avoir plus aucune utilité, ce qui évidemment prend une place importante sur les serveurs des différentes messageries. Cette question du stockage, elle est vraiment importante parce qu'au bout de quelques jours, des emails marketing deviennent obsolètes. Si vous envoyez une promotion, si vous faites une offre, au bout de quelques jours, plus personne n'a d'intérêt à aller la voir. Et aussi, ce qui est important à avoir en tête, c'est que la plupart des destinataires ne prennent pas le temps de supprimer leurs emails. Même si c'est souvent une petite action individuelle un peu bateau qu'on propose aux gens pour réduire leur empreinte carbone numérique, clairement, une majorité de personnes ne le font pas. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment on fait pour renverser la logique de la responsabilité et vraiment mettre les entreprises devant leurs responsabilités. Alors, on parle parfois de pollueur-payeur. Ici, c'est plutôt pollueur-acteur, en l'occurrence, puisque c'est une action qui va être très légère de la part des expéditeurs d'emails. Si on prend un petit peu de recul, c'est important de se dire que dans le monde aujourd'hui, il y a 300 milliards d'emails qui sont envoyés chaque jour, dont l'écrasante majorité sont du spam. Et ces spams, ils sont supprimés automatiquement parce que soit ils n'arrivent jamais dans votre messagerie, soit ils arrivent justement dans la boîte spam. Et la boîte spam, elle est vidée tous les 10 ou 30 jours en fonction des messageries. Donc là, on a un problème qui n'est pas super important. Il y a une petite part de ces emails qui sont des emails personnels et transactionnels. Ceux-là, a priori, vous voulez les garder. Et il y a une part qui est quand même significative d'emails commerciaux qui vont stagner pendant un long moment. L'empreinte carbone, Romain reviendra là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le sujet qui nous occupe directement. Ce qui nous occupe directement, c'est le volume, la place que prennent ces emails et le nombre de serveurs, de disques durs qui sont nécessaires pour les stocker alors que plus personne ne va a priori les lire. Donc, l'objectif de notre projet de date d'expiration, c'est quoi? C'est que les émetteurs de messages électroniques
placent une date d'expiration dans leurs emails en disant « Après telle date, mon message devient obsolète ». Il va configurer ça au moment de l'envoi de ces emails et le routeur va le transférer vers la messagerie qui va pouvoir lire cette date et proposer au destinataire automatiquement de supprimer les 300 emails obsolètes ou les 2000 emails qui sont devenus obsolètes dans sa boîte mail. Techniquement, simplement, l'opérateur de la campagne il va définir sa date d'expiration au moment de l'envoi. Le routeur va la faire transiter et ça va être reçu par la messagerie de l'autre côté qui va pouvoir mettre en place les outils de nettoyage automatisés qui sont nécessaires. Aujourd'hui, au niveau du projet, on a des spécifications techniques qui sont en cours de validation. On a de nombreux soutiens, dont récemment SFR qui se rajoute à la Poste.net au niveau des messageries. Et on est en discussion avec des grandes messageries américaines de style Yahoo, etc. Et on a toute une série d'acteurs, d'annonceurs qui ont montré beaucoup d'enthousiasme au projet. Après, ce qui est important à dire, c'est qu'on est plutôt sur un temps long. Donc, c'est un projet qui va mettre au moins encore 1 an et demi avant de devenir une réalité. Mais c'est vraiment en cours de déploiement pour le moment. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, si jamais vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site zerocarbone.email. Vous avez la possibilité de faire un soutien, ce qui veut simplement dire aujourd'hui que vous déclarez que le jour où les dates d'expiration dans les emails seront possibles, vous voudrez les utiliser. Et il y a aussi un Slack qui permet de discuter du sujet et toutes les bonnes volontés sont à prendre pour faire avancer le sujet. On a besoin de juristes sur certains aspects légaux, on a besoin de techniciens pour la partie technique et on a besoin de faire de la communication pour que ça devienne une réalité demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas s'il y a éventuellement des questions dans la salle sur le sujet, à moins qu'on les prenne après l'intervention de Romain. Ouais. Merci Jonathan. L'idée là, c'est que je vais vous montrer concrètement, en fait, en prenant des exemples d'un acteur dans le tourisme, ce que un acteur peut produire, en fait, peut émettre comme carbone avec ses campagnes, et pourquoi il est important déjà d'utiliser les moyens qu'on a aujourd'hui pour réduire cette empreinte, et pourquoi ce projet aussi il est important pour voilà, à moyen terme aller vers le mieux. Donc, je vous propose de vous montrer, j'ai 3-4 slides avec des chiffres, et puis après, si vous avez des questions pour Jonathan ou pour moi, de vous laisser les poser. Hop. Ouais, merci. Donc, merci. Donc, moi, Jean-Bernard m'a déjà présenté, je suis Romain Didier. En plus d'être comme animateur de la communauté, je suis également product owner donc dans la société Smart Profile. Et nous, on est directement impacté par ce futur projet parce qu'en fait, on est routeur d'emailing. Donc, on permet à nos clients d'envoyer beaucoup d'emails et pour nous, c'est important de les aider à réduire cette empreinte. Je vais reprendre quelques chiffres, Jonathan en a déjà parlé. Aujourd'hui, c'est plus de 300 milliards d'emails envoyés par jour. Et rien qu'en France, c'est 1,4 milliard. Et à savoir qu'à peu près en moyenne, on évalue le stockage d'un email à environ, pour 1 an, à environ 10 grammes de CO2. Donc comme ça, 10 grammes, on ne voit pas trop ce que ça vaut. Plus tard, vous verrez ce que ça représente. À savoir, au niveau des performances, donc globalement ou sur les secteurs qui nous intéressent, le taux de délivrabilité, donc c'est le volume d'emails qui vont vraiment arriver chez les destinataires. Dans l'hôtellerie, restauration, tourisme, c'est environ 93% des emails qui arrivent chez les destinataires, et dans le transport voyage, environ 95%. Ça, c'est des chiffres qui sont issus de Mailchimp et Sendinblue. Donc Mailchimp qui est
le plus gros routeur au monde d'email et Sendinblue qui est le plus gros acteur sur le marché français. Et en termes de taux d'ouverture, on tourne aux environs de 20-25% d'ouverture des emails, ce qui veut dire qu'il y a 75 à 80% des emails qui sont envoyés, en fait, qui ne sont jamais ouverts. Donc, ces emails arrivent dans la boîte, sont stockés et ne sont jamais ouverts. Il y a certains qui vont être supprimés, mais beaucoup qui resteront pendant longtemps. J'ai rajouté quelques recommandations pour des secteurs. On peut voir que voilà, pour la restauration, le meilleur jour pour envoyer des emails, c'est le vendredi, juste avant le week-end. Proposer un restaurant en début de week-end, c'est intéressant. Par contre, le jour à éviter, c'est le samedi, parce qu'il est presque trop tard pour réserver un restaurant. Concernant les voyages, le mieux, c'est donc le lundi en début de semaine. Pour proposer, ça peut être des longs voyages, mais aussi des courts voyages pour le week-end qui vient. Le dimanche, c'est trop tard. Donc, je parlais d'un exemple. Donc, un acteur du tourisme, si on part du principe qu'un acteur qui a environ 100 000 contacts dans sa base, qui fait une campagne par semaine, donc 100 000 emails par semaine qui vont être envoyés, avec un taux d'ouverture de 25%, ça veut dire qu'il y a 75 000 emails qui sont jamais ouverts et qui restent stockés sur les serveurs des FAI ou des webmails. Ça représente environ, donc en se basant sur les 10 grammes de CO2, ça représente environ 750 kg de CO2, juste pour une campagne. Et ramené à une année, donc s'il envoie toutes les semaines, ça fait 52 semaines, ça représente environ 39 tonnes de CO2, juste pour un acteur. Et on peut voir en équivalence, ça équivaut à la fabrication de 1200 smartphones, à consommation de 2000 jours de gaz ou à un trajet en voiture de 200 000 km. Sachant le volume d'emails qui sont envoyés, le nombre d'acteurs qui envoient des emails, ça monte très vite. Donc pour finir, quelques bonnes pratiques, dont certaines ont déjà été présentées par Jonathan. 1, améliorer le ciblage de vos campagnes. Donc c'est important d'essayer de mieux connaître en fait vos destinataires pour pouvoir mieux les cibler. Et c'est toujours mieux d'envoyer moins, mais d'envoyer avec une meilleure qualité. Le deuxième point, c'est de mettre en place des centres de préférence pour demander à vos destinataires à quel moment ils veulent le contacter et à quelle fréquence. Certains destinataires veulent peut-être juste une fois par mois et donc il n'y a pas besoin de lui envoyer un email toutes les semaines. Et le troisième point, c'est de nettoyer les inactifs. Donc, c'est-à-dire, au fur et à mesure de vos envois, il y a certaines adresses qui vont se désactiver et c'est important de ne pas les renvoyer parce que ces adresses-là, elles ne fonctionnent plus. Et enfin, le dernier point, qui est quelque chose sur le moyen terme, dont parlait Jonathan, c'est d'utiliser des solutions qui assez rapidement vont mettre en place ce processus de date d'expiration pour que les emails que vous allez envoyer ne dépassent pas la date de l'offre et finissent par être supprimés par les FAI. Voilà, et j'ai fini. Donc, si vous avez des questions sur... Il y a certainement des questions, parce que je pense que comme moi, vous êtes saturé par vos mails. Donc, ça va certainement avoir un certain nombre de questions, pas forcément dans le tourisme, mais en règle générale. Je monte avec le micro, parce que sinon, ça n'enregistre pas. Et ça me fait faire un peu de sport. J'en fais aussi. Bonjour, j'ai une petite question sur le volume, la data sur l'email. Vous parlez de 10 grammes de CO2 par email. À quoi ça correspond exactement, ces 10 grammes? C'est dû à l'énergie qui est dépensée pour envoyer le mail? Est-ce que c'est au stockage? Non, c'est au stockage en fait. C'est des calculs qui sont faits par plusieurs groupements comme l'ADEME par exemple, qui vont essayer d'évaluer en fait pour un email en fonction de sa taille, ce que ça va représenter en fait comme émission de CO2 juste pour stocker cet email en fait sur une année. Ok, je me permets une autre question, puis après, promis, j'arrête de vous embêter. J'ai en tête l'image d'un Windows 98 qui défragmente le disque, en fait. C'est-à-dire, on a un espace fini, et juste, il va réaugmenter, il va réagencer les différents slots pour faire quelque chose de le défragmenter, justement. Il me semble que là, on est toujours sur le même disque dur, donc comment on gagne de la place, finalement, sur des espaces de stockage énormes, où on est derrière sur des disques durs, finalement?
pour ce stockage-là, c'est-à-dire le supprimer ou pas. Est-ce que finalement on gagne quand même du CO2 là-dessus, matériellement sur le disque, j'entends. Je pense que déjà le premier intérêt de justement supprimer des données, ça va permettre d'éviter d'avoir toujours à augmenter en termes de stockage en fait. Donc il va y avoir les data centers seront moins gros, les serveurs seront moins importants, il y aura moins besoin de consommer. Il peut y avoir aussi d'autres liens qui vont être par exemple des synchronisations peut-être entre les ordi local et le serveur distant qui va communiquer, qui va essayer de ramener des éléments, recharger des choses qui ne devraient plus exister parce qu'en fait elles sont plus valides. Voilà. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, Jonathan. Ouais, je ne sais pas si on m'entend encore ou pas. Ouais, c'est bon. Et si je peux me permettre, ce qui est important quand on parle de numérique et d'environnement, c'est de bien se rendre compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'alimentation des terminaux, et donc l'énergie qu'ils consomment, qui est la plus émettrice de carbone. C'est vraiment leur fabrication et leur recyclage. Donc, si on utilise beaucoup de disques durs pour parler de l'email, effectivement, on va avoir plus de volume de matière à transformer, à fabriquer et puis en fin de vie à recycler. Alors, je dis ça et c'est surtout valable en France grâce au nucléaire. C'est un peu moins vrai dans d'autres pays qui sont plus dépendants des énergies fossiles, mais c'est largement plus les terminaux et leur fabrication qui sont responsables de l'empreinte carbone du numérique. Moi j'ai une question. Est-ce que vous êtes contre la blockchain qui, elle, demande un stockage et une consommation absolument démentielle? Alors moi, je mets un gros joker parce que je suis absolument pas spécialiste du sujet. C'était juste pour provoquer un petit peu. Moi, j'avais une question, parce que finalement, quand vous expliquez cette notion de date d'expiration des emails, ça paraît évident, ça paraît simple, et comme toutes les solutions évidentes et simples, on se demande pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été mises en œuvre avant, en fait. Pourquoi est-ce que dès le départ, on n'a pas réfléchi? Je pense que Jonathan, comme il échange avec plusieurs FAI ou ML déjà, il aura plus d'infos, mais moi, des premiers retours que j'avais eus, il y a déjà une question juridique. Je crois que c'était que la personne responsable chez Orange, j'avais discuté, qui disait qu'à partir du moment où l'email en fait est arrivé dans la boîte mail de son utilisateur, il n'a pas forcément le droit juridiquement de retourner dans la boîte pour récupérer l'email ou le supprimer. Donc je pense qu'il y a, je ne sais pas, tu compléteras Jonathan, mais je pense qu'il y avait déjà des freins à ce niveau-là. Après, il y a aussi d'autres raisons, je te laisse. Ouais. Alors déjà, techniquement, la norme qu'on va utiliser pour faire transiter cette information de l'expiration, elle existe depuis la création d'email. Elle est juste inexploitée. Donc là, la spécification technique qu'on a sortie pour pouvoir travailler cette mécanique, c'est juste du recyclage de quelque chose qui existe déjà. Et puis après, il y a une vraie question culturelle, c'est que l'industrie de l'email est largement entre les mains d'acteurs américains. Et clairement, les questions de sobriété numérique aux États-Unis comparées à l'Europe, on n'est pas du tout sur le même niveau de réflexion. Et c'est clairement une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été lancé précédemment, ou en tout cas pas avec cette ampleur-là. Et on le voit très clairement, hein, il y a beaucoup d'Allemands, de Hollandais, d'Espagnols qui sont très très intéressés, qui s'impliquent dans le sujet. Et clairement, les acteurs américains restent un petit peu plus sur la défensive, parce qu'en gros, tant que c'est virtuellement gratuit, et en termes financiers, c'est virtuellement gratuit de stocker un email, eux ne voient pas l'intérêt. Donc, il y a une vraie grande différence culturelle sur ces questions-là. Et comme malheureusement, la technologie est encore largement entre leurs mains, il y a des freins de ce côté-là, mais qu'on est en train de casser et les choses avancent. J'aurais une suggestion, je suis toujours perturbé par les mails. Quand on veut supprimer un mail, le système vous dit « Êtes-vous sûr de vouloir le supprimer ?» Donc, ce qui est bien. Est-ce qu'on peut faire la même chose quand il y a « Répondre à tous » et qu'on puisse dire « Êtes-vous sûr de vouloir répondre à tous ?» On ne pourrait pas mettre ce genre de choses-là?
À votre avis? Je suis certain que ça existe déjà quelque part, pour ma part. Notamment, êtes-vous certain que vous n'avez pas oublié de mettre la pièce jointe? C'est quelque chose qui est fait maintenant. Ouais. Ça évite d'en envoyer deux. Après, moi, je sais que je râle assez souvent quand je mets des gens en copie, quand j'envoie l'email et qu'on me répond sans laisser en copie les autres personnes. Donc, c'est en fonction aussi du comportement de chacun. Et, d'autres questions? Ah, je remonte. Merci. Ouais, en fait, je m'interroge un peu sur la faisabilité, notamment au niveau du fournisseur de la boîte email. Donc là, vous avez cité SFR et La Poste. Je ne vois pas comment les intéresser à faire ce travail-là, d'accepter cette date d'expiration, sachant que c'est leur fonds de commerce. Au fur et à mesure qu'on va monter de stockage, ils vont nous pousser des achats de cloud. Donc, sur quel levier vous pouvez travailler avec eux pour leur faire accepter de justement stocker le moins possible? J'arrive pas à comprendre comment ça va être faisable. Maintenant, je te laisse répondre, parce que comme tu m'as dit hier, tu es bien avancé dans les discussions avec eux. Alors, de nouveau, il y a des grandes différences entre certains acteurs. Là, vous faites référence, par exemple, à nos amis Google qui sont Tout à fait. très Voilà. forts pour vendre des 100 mégas, des blocs de 100 mégas en plus, de 100 gigas en plus, par exemple. Là, voilà. Alors, il y a surtout de nouveau une grande différence entre les acteurs européens et les FAI, donc les fournisseurs d'accès Internet, qui, eux, ont des questions d'économie, parce que ça leur coûte cher de stocker pour les 20 prochaines années plusieurs gigas d'emails, alors qu'ils n'ont pas forcément cette vocation de vendre de l'espace en plus. Et après, il y a quand même des questions culturelles qui sont en train d'évoluer sur la prise en compte des besoins écologiques. Et c'est clairement là-dessus qu'il faut réussir à faire pression, sachant, et il faut en être bien conscient, c'est que l'email, c'est un des canaux de communication sur Internet qui est le moins consommateur d'espace et d'énergie. Quelques minutes de vidéo, c'est plusieurs centaines d'emails envoyés, par exemple. Mais par exemple, chez Yahoo, chez Comcast, il y a de l'intérêt pour le projet et ils avancent en interne pour le faire bouger. Donc, c'est certainement pas perdu. Je pense qu'il y a aussi, alors déjà à la fois pour les entreprises françaises, hein, je parle moi en tant que routeur, mais je pense que c'est les solutions concurrentes déjà, elles ont toutes dans l'idée en fait d'être plus éthiques. Donc déjà de proposer ce genre de solution vis-à-vis des clients, c'est déjà une bonne chose. Et donc je pense qu'on a tous envie de migrer par là. Je pense que les FAI et les webmails français ont aussi la même problématique d'être plus verts. Hein. De toute façon, on voit dans toute la société qu'aujourd'hui la tendance est d'aller vers là. Voilà, comme tu dis, Yahoo, ils sont intéressés. Donc c'est aussi que même aux États-Unis, il y a des personnes qui ont ce genre de réflexion. Et voilà, il n'y a pas de petites économies. C'est sûr que ce n'est pas de supprimer des emails qui seront intéressantes. Je pense qu'il y a un dernier point aussi qui peut être important, c'est d'expliquer, enfin, de permettre à l'utilisateur un nettoyage comme c'est spam, un nettoyage automatique d'offres, d'offres qui sont expirées. Je pense que c'est hyper intéressant. Et que les FAI ils veulent proposer ce genre de service parce que typiquement, quand tu vas sur ta boîte Gmail et que ça fait des mois que tu n'y es pas allé et que tu te retrouves avec palanquée d'emails qui n'ont plus aucun sens, si le FAI te propose de nettoyer automatiquement ces emails qui ont expiré, je pense que c'est un service aussi intéressant. Donc, il faut trouver les axes pour essayer de convaincre, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes sur ces projets. Ok, écoutez, on va passer à la dernière présentation. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée, à bientôt. Ici et là-bas.